En 1977, le terrorisme ravage l'Europe et l'Allemagne en est la principale victime. D'attentats à la bombe en enlèvement, cette vague d'horreur atteint son point culminant lorsque des pirates de l'air détournent un avion et les 87 passagers à son bord. Leur survie dépend de la compagnie d'élite allemande GSG 9. En cette ère de violence, des quatre coins du globe, une nouvelle race de guerriers naît. Armés jusqu'aux dents et ayant subi une formation sans pareille, ces hommes d'exception triés sur le volet doivent remplir des missions secrètes où leur vie est souvent en jeu. Voici les dangereuses missions spéciales de ces commandos. En 1977, la ville de Cologne, en Allemagne de l'Ouest, est un centre économique dynamique. Le 5 septembre, le directeur de la société Mercedes-Benz, Hans-Martin Schleyer, quitte son bureau pour la journée. 3 gardes du corps le suivent à bord d'une seconde voiture. La réussite de cet homme d'affaires célèbre fait de lui une cible idéale pour des terroristes. Au cours des années 70, plusieurs factions étudiantes radicales d'Europe ont déclaré la guerre au régime capitaliste. Le vieux continent fait régulièrement face à des émeutes, des enlèvements et des attentats à la bombe. La République fédérale d'Allemagne, la RFA, est la plus durement touchée. La bande Baader-Meinhof sévit dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement ouest-allemand déclenche une importante chasse aux terroristes. On arrête 11 d'entre eux, dont les chefs de bande Andrea Baader, Ulrike Meinhof et Jean-Karl Raspe. Ceux qui ont échappé à cette vague d'arrestations jurent de se venger. Le 4 avril 1977, ils assassinent un procureur fédéral et ses gardes du corps. Le 30 juillet, c'est au tour du président de la plus grande banque de la RFA d'être abattu. Le 5 septembre, la bande à Baader-Meinhof s'installe dans une rue de Cologne. Hans-Martin Schleyer est le prochain sur la liste des terroristes. Lors d'une opération mortellement efficace, ils enlèvent Schleyer et tuent ses gardes du corps en moins de 2 minutes. Quelques heures plus tard, le gouvernement déploie la force d'élite GSG 9. Lors des Jeux olympiques de 1972 tenus à Munich, 11 athlètes israéliens sont assassinés par des terroristes palestiniens. 2 semaines plus tard, le GSG 9 voit le jour. Au cours des 5 années suivantes, il formera les meilleurs commandos antiterroristes au monde. La compagnie est fondée et dirigée par le colonel Ulrich Wegner. Nous devions mettre la main sur les terroristes avant qu'ils ne tuent leur otage, M. Schleyer. Le GSG 9 ratisse la ville à la recherche de Schleyer et de ses ravisseurs. Lors d'un raid à Cologne, nous sommes tombés par hasard sur un trafiquant de drogue.
Le lendemain de l'enlèvement, un appel confidentiel conduit le GSG-9 à une mini-fourgonnette abandonnée. À l'intérieur, les hommes trouvent une lettre adressée au gouvernement de la RFA. Une copie de leur demande est envoyée à Wiesbaden. Les auteurs de la missive se présentent comme des membres de la bande à Baader-Meinhof. Ils exigent la libération immédiate de leur chef, sans quoi Schleyer sera exécuté. Pour l'Assemblée nationale, il est inconcevable de libérer 9 terroristes en plus des leaders de la bande. À eux seuls, Andreas Baader et Jean-Karl Raspe ont été reconnus coupables de 4 meurtres et de 54 tentatives de meurtre. Pourtant, le gouvernement fait mine de jouer le jeu. Le secrétaire d'État Hans-Jürgen Wisniewski dresse un plan pour gagner la confiance des terroristes. On demande aux prisonniers de répondre à un questionnaire. Il nous fallait gagner du temps si nous espérions retrouver Herr Schleyer vivant. Nous avons donc demandé aux prisonniers que nous devions libérer s'ils étaient prêts à l'exil. Et si oui, qu'ils nous indiquent la destination de leur choix parmi 4 options. L'Irak, la Libye, le Yémen et le Vietnam. Les prisonniers choisissent tous la même destination. Ils communiquent de cellule en cellule en code Morse. Bien qu'isolés les uns des autres, les terroristes continuent d'opérer. En diplomate d'expérience, le secrétaire Wisniewski garde toujours une longueur d'avance. Il rencontre des représentants des 4 pays qui figurent sur la liste proposée aux prisonniers. Je me suis moi-même rendu dans chacun de ces pays pour m'assurer qu'aucun d'entre eux n'accepterait d'accorder l'asile à ces criminels. 5 semaines d'attente ont effrité la patience des terroristes. Le gouvernement cherche visiblement à gagner du temps. Pour la bande à Baader-Meinhof, le temps est venu de faire grimper les enchères. Les membres obtiennent l'appui du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Le 13 octobre 1977, à Palma de Majorque, une petite île au large de l'Espagne, 87 personnes, incluant 5 membres d'équipage, prennent le vol 181 de la compagnie aérienne Lufthansa. Ce vol, à destination de Francfort, transporte une majorité de touristes allemands. Parmi eux, Beate Keller, 21 ans, fait partie d'un groupe de 11 jeunes femmes qui ont participé à un concours de beauté. Nous sommes arrivés une demi-heure seulement avant le décollage. Ils nous ont laissé passer sans effectuer les fouilles d'usage. Un des passagers de la navette nous conduisant à l'avion ne faisait pas partie de notre groupe. Il avait lui aussi évité les contrôles de sécurité. Le dîner est servi 45 minutes après l'envol. Un terroriste prend alors d'assaut le poste de pilotage. Il en expulse le copilote Jürgen Vietor. Il a mis son pistolet sur la tempe du capitaine Schumann et m'a frappé du pied droit en criant « Dehors, sortez !» Nous savions que c'était un détournement. Je n'ai pas pu voir les 3 autres pirates car il y avait beaucoup d'agitation dans l'avion à ce moment-là. Ils étaient 4. Les 3 autres terroristes se trouvaient dans le compartiment principal. This is my plane now. You do what I say, when I say, or I kill you dead. Stay down! Stay down! Shut up! Get your hands up!
Les pirates poussent les passagers à l'arrière de l'appareil. Ils ont forcé les gens à s'entasser dans les sièges à l'arrière. En gardant les passagers en bloc et en libérant la section de première classe, ils ont créé une zone tampon entre les passagers et eux-mêmes. Celui qui se fait appeler capitaine Martyr Mahmoud mène le détournement. Il veut forcer la libération de 2 criminels palestiniens en plus des 11 leaders de la bande Baader Meinhof. Il compte se servir des passagers du vol 181 comme monnaie d'échange. Les passagers sont entre les griffes de la plus violente organisation terroriste au monde. En Allemagne de l'Ouest, on apprend au secrétaire d'État Wisniewski que les passagers de l'avion de la Lufthansa sont en danger. Nous préparions une réunion ministérielle lorsqu'on a appris la nouvelle. Nous nous sommes préparés à déployer le GSG-9, notre troupe d'élite. La moitié de la brigade continue de chercher Herr Schleyer à Cologne, tandis que l'équipe d'assaut se lance à la poursuite des pirates de l'air. Une de nos principales fonctions est de faire échouer les détournements, ce qui équivaut à combattre les pirates de l'air. Nous avions la conviction de pouvoir sauver les otages. Un Boeing 707 aux couleurs de la Lufthansa est déjà à leur trousse. Il transporte le commando du GSG-9. Un commando du GSG-9 à bord d'un Boeing 707 est à la poursuite d'un avion détourné par des terroristes de la bande Baader Meinhof qui transporte 86 passagers. Peu importe où le vol 181 se posera, la mission du GSG-9 est claire. On doit prendre le contrôle de l'avion et libérer les otages. Le meneur du commando, Joachim Jomer, a pour mission d'obtenir des renseignements très précis. Notre capitaine recevait par radio des informations de façon sporadique. Dans les médias, on avait signalé que 86 passagers, dont une majorité de vacanciers allemands, se trouvaient à bord. C'étaient les seuls renseignements que nous possédions. Les pirates de l'air font atterrir l'avion à Rome pour faire le plein de carburant. Mahmoud prend alors contact avec la tour de contrôle. En plus de la libération des membres de la bande à Baader Meinhof et celle de 2 prisonniers palestiniens, il exige la somme de 15 millions de dollars en argent comptant. Hans-Martin Schleyer et les 86 passagers de l'avion seront libérés si le gouvernement allemand accède à sa demande. La tour de contrôle de l'aéroport de Rome transmet les exigences des pirates à l'avion du GSG-9. Après avoir fait le plein, le vol 181 se prépare à décoller, malgré les tentatives du gouvernement ouest-allemand de le retenir à Rome. Nous avons finalement décollé sans autorisation. Le chef Mahmoud était dans le poste de pilotage pendant que les autres surveillaient l'arrière de l'appareil. Mahmoud semblait se ficher des conséquences. Le GSG-9 accuse 2 heures de retard. À bord de l'avion, les commandos allemands étudient les plans de l'avion détourné. L'intérieur du Boeing 737 comporte une allée centrale et 6 sorties. Les soldats ne connaissent que leur terrain de combat et le nombre de passagers. Dieter Fox est alors le commandant en second de la mission. Nous ignorions combien de pirates de l'air se trouvaient à bord, car seul Mahmoud parlait à la radio. Et quand il ne voulait pas parler, il demandait au capitaine Schumann de livrer ses déclarations.
Les contrôleurs de l'aéroport de Rome annoncent au commando que les pirates se dirigent vers le Moyen-Orient. Il était vital de s'imaginer ce qui pouvait nous attendre dans d'autres pays. D'un point de vue tactique, c'était du nouveau pour nous. L'appareil du GSG-9 poursuit l'avion détourné jusqu'en territoire ennemi. À bord du vol 181, la situation s'aggrave. Le carburant diminue dangereusement et Jürgen Vitor doit trouver une piste d'atterrissage au plus vite. Nous faisions route vers Beyrouth, mais on nous a refusé l'accès à la piste. Le même scénario s'est reproduit à Damas, puis à Bagdad, et enfin au Koweït. Une catastrophe s'annonce quand les pays arabes refusent tour à tour d'accueillir les pirates. D'abord nerveux, Mahmoud devient de plus en plus furieux. Schuman est impuissant. Nous savions qu'il devrait bien se poser quelque part. Le copilote Jürgen Vitor constate que l'avion sera bientôt à court de carburant. Le capitaine prévient les autorités du Bahreïn qu'il devra se poser avec ou sans leur accord. L'avion se pose finalement 3 minutes avant de manquer de carburant. Lorsque nous avons appris que l'avion s'était posé au Bahreïn, nous avons tenté d'imaginer ce qui pouvait bien se passer à bord. À 2 heures de vol de distance, le GSG-9 communique avec les responsables de l'aéroport et leur demande de retenir l'avion au sol. Le Bahreïn souhaite éviter tout conflit international. L'avion est ravitaillé en carburant et prié de quitter immédiatement le pays. Quelques heures plus tard, les contrôleurs aériens informent le GSG-9 que les pirates de l'air viennent de se poser aux Émirats arabes unis. L'avion de la Lufthansa repose sur la piste de la ville de Dubaï. Les conditions dans lesquelles se trouvent les passagers se dégradent. L'eau et la nourriture se font rares. Le pirate de l'air en chef Mahmoud livre un ultimatum à la tour de contrôle. Il s'adresse au ministre de la Défense, le cheikh Mohammed, et exige qu'on accède à ses demandes avant midi le 16 octobre, faute de quoi il fera exploser l'avion. Les autorités ont 2 jours pour se soumettre à ces exigences. L'équipe du GSG-9 arrive à Dubaï peu de temps après. Les hommes doivent neutraliser les terroristes sans mettre la vie des passagers en jeu. C'est une chose que d'attaquer un avion au sol, mais d'avoir à se poser pour ensuite se rendre jusqu'à l'appareil détourné représente un tout autre défi. On peut s'attendre à de lourdes pertes humaines. À la demande du gouvernement ouest-allemand, 2 escadrons britanniques SAS viennent prêter main forte au GSG-9 à Dubaï. Ils apportent avec eux la plus récente innovation en matière de lutte au terrorisme, des grenades paralysantes. Le sergent Barry Davis est un ancien membre du SAS. Les grenades paralysantes, aussi appelées flashbang, produisent une série de détonations assourdissantes, entrecoupées d'éclairs très intenses. Une attaque de flashbang est tout simplement dévastatrice. Ces grenades paralyseront tous les individus à bord pendant 5 secondes. Pendant ce court laps de temps, le GSG-9 devra s'introduire dans l'avion, repérer les terroristes et les éliminer. Des complications politiques viennent troubler les derniers préparatifs du GSG-9. Le gouvernement des Émirats arabes unis refuse que des soldats étrangers mènent des opérations sur son territoire. Ils n'avaient aucune intention de nous laisser mener notre mission sur leur territoire.
Mahmoud quitte le poste de pilotage assez longtemps pour que le capitaine Schumann et le copilote Jürgen Vitor puissent se parler sans gêne. Il m'a demandé si nous devions envoyer des messages secrets. Je lui ai répondu que c'était plutôt risqué. Nous étions dans une région du monde dont nous ignorions tout, même ce qui se passait devant notre avion. C'était une situation très dangereuse. Schumann décide tout de même de courir le risque. Mahmoud l'a autorisé à commander des ravitaillements. En plus des vivres, le pilote commande 4 journaux arabes et 4 cigares. Quand il nous a demandé 4 cigares, j'ai compris qu'il tentait de nous indiquer le nombre de terroristes à bord. Grâce à cette ruse, le capitaine Schumann vient de donner de précieuses informations au commando. Au cours de l'après-midi, le bloc d'alimentation électrique du Boeing se vide complètement. La tension augmente à mesure que la journée s'écoule. Pendant que les autorités s'efforcent de calmer Mahmoud, l'état de santé des passagers s'aggrave d'heure en heure. Voilà maintenant 2 jours qu'ils sont à Dubaï. La climatisation ne fonctionnait plus et la température a grimpé au-dessus des 65 degrés. Nous pensions mourir. Les passagers suffoquent. Lorsque les ravitaillements arrivent, Mahmoud accepte de laisser les portes ouvertes. Nous avons ainsi pu entrevoir les terroristes pour la première fois. Un de mes hommes a pris de nombreuses photos que nous avons ensuite relayées au service de renseignement. Ça nous a été très utile. Mahmoud, le leader des pirates de l'air, est en réalité Zohar Akache, un Palestinien accusé l'année précédente de l'assassinat du Premier ministre du Yémen du Nord. Selon les autorités, Akache est un terroriste de réputation internationale et il est impitoyable. Nous savions qu'ils étaient très sérieux. L'heure est grave pour Hans Martin Schleyer ainsi que pour les passagers du vol 181. L'homme d'affaires a été enlevé il y a maintenant plus d'1 mois. À Dubaï, le mercure ne cesse de grimper. On apporte une génératrice à l'avion pour climatiser l'appareil. Mahmoud, qui observe les mécaniciens de la Lufthansa, trouve qu'ils ont plutôt l'allure de soldats. Lorsque les mécanos sont arrivés à 100 mètres de l'avion, les terroristes, qui craignaient sûrement une attaque surprise, ont ouvert le feu dans leur direction. J'ai interrogé les mécaniciens de la Lufthansa. Par la suite, l'un d'entre eux, qui était un ancien militaire, m'a informé qu'ils avaient tiré à l'aide de pistolets à une distance de 100 mètres. Cela signifiait donc qu'ils n'avaient ni carabine, ni mitraillette. Pour le GSG-9, cette information est précieuse. Les armes des pirates ont une portée limitée. Cet incident ne calme en rien Mahmoud. Il ordonne au capitaine Schumann de se préparer à décoller. Pour éviter un bain de sang, les autorités cèdent à la requête de Mahmoud. Soudain, on nous a dit que l'avion allait s'envoler. J'étais à l'extérieur devant la piste. Il a décollé sous nos yeux. Ce nouveau changement de programme vient bousculer les plans du sergent-major Fox et du GSG-9.
Pour les passagers et les membres d'équipage du vol 181, l'effroyable périple n'est pas encore terminé. À l'automne 1977, les membres de la bande Baader-Meinhof sont prêts à tout pour faire libérer leur leader. Ils enlèvent d'abord Hans-Martin Schleyer, un important homme d'affaires allemand. Des terroristes palestiniens engagés par cette bande détournent ensuite un avion de ligne. Un commando du GSG-9 ouest-allemand les poursuit jusqu'au Moyen-Orient. Les pirates de l'air menacent de faire exploser l'avion le 16 octobre à midi tapant. Il ne reste plus au GSG-9 que 4 heures pour secourir les passagers tenus en otage. Le chef des pirates, qui se fait appeler Mahmoud, ordonne au capitaine Schumann et à son copilote Vitor de se poser au Yémen Sud. Nous avons tourné en rond au-dessus de l'aéroport parce qu'on nous refusait toujours l'accès à la piste. Nous devions atterrir au plus vite car il ne restait que quelques minutes de carburant. Les autorités militaires de l'aéroport d'Aden refusent d'être impliquées dans ce conflit et déploient les chars blindés sur la piste d'atterrissage. Il restait assez de carburant pour voler une dizaine de minutes encore. Nous devions nous poser, alors j'ai suggéré qu'on atterrisse en bordure de la piste et non sur le tarmac. Schumann et son copilote n'ont d'autre choix que de tenter un atterrissage forcé. Nous avons pris les dispositions d'usage et demandé aux passagers de se placer en position d'atterrissage forcé. Nous étions persuadés que nous allions nous écraser. Nos chances de survie étaient très minces. Pour Beate Keller et les autres passagers, l'horrible cauchemar semble se matérialiser. Nous étions terrifiés, c'était affreux. Le capitaine Schumann pose l'appareil sur un accotement sablonneux adjacent à la piste. L'impact a été si fort que des morceaux du compartiment volaient en éclats et nous tombaient dessus. Bien que secoués, les passagers survivent au brutal atterrissage. Mahmoud communique avec la tour de contrôle, convaincu d'être accueilli en héros au Yémen. On lui ordonne de quitter le pays sur le champ. Les terroristes en oublient l'échéance qu'ils ont fixée plus tôt. Le Boeing 737 est sévèrement endommagé et le capitaine Schumann doit vérifier l'état des moteurs et du train d'atterrissage. Mahmoud l'autorise à sortir de l'avion. Mahmoud était assis à mes côtés. Nous pouvions voir le capitaine Schumann inspecter la carlingue. Tout semble correct, nous a-t-il dit. Puis il a contourné le nez de l'avion pour se rendre sur le côté droit où nous ne pouvions plus le voir. Mahmoud répétait « Où est le capitaine ?» J'ai réalisé que Herr Schumann était parti depuis plus de temps qu'il n'en faut pour inspecter l'équipement. Cela ne prend habituellement que quelques minutes, tout au plus. Mahmoud devient de plus en plus méfiant. Il menace d'abattre 5 passagers pour chaque minute qui s'écoule. Les contrôleurs de la tour assurent au copilote que Schumann est remonté à bord de l'avion. Quand Mahmoud le voit, il menace de l'abattre pour sa trahison. Mahmoud avait proféré des menaces plus tôt, mais je sentais bien que cette fois-ci, la situation était plus grave. Lorsqu'il a tué le capitaine, je me rappelle très bien qu'une des femmes terroristes a continué de manger sa pomme, impassible. C'était horrible à voir. Le capitaine Jürgen Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt.
Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort. Nous avons été sommés de quitter le pays. Je devais maintenant voir à ce que nous soyons ravitaillés en carburant et m'assurer que nous puissions dégager l'avion du sable. On nous a remorqués jusqu'à la piste et j'ai démarré. L'avion s'est engagé à plein régime. J'ignorais où se trouvait Mogadiscio. Je l'ai trouvé à l'extrémité d'une carte. Située sur les rives de l'océan Indien, Mogadiscio est la capitale de la Somalie, en Afrique orientale. L'avion détourné est toujours surveillé par le GSG-9. Le colonel Ulrich Wegener identifie les pays où pourrait atterrir le Boeing 737. L'avion transportait peu de carburant. Il ne pourrait voler très longtemps. Il n'y avait que deux possibilités. La Libye, à cause de l'important réseau terroriste qui s'y trouve, et aussi la Somalie. Ces deux pays sont alors engagés dans de violents affrontements, ce qui complique les choses. À moins d'obtenir l'autorisation de se poser, l'avion de la GSG-9 risque d'être abattu. Le 16 octobre, soit 4 jours après le détournement, le vol 181 se pose en Somalie à l'aéroport de Mogadiscio. Le corps du capitaine Jörgen Schumann est largué sur la piste d'atterrissage. La tour de contrôle de Mogadiscio informe le GSG-9 de la mort tragique du pilote. On nous a appris que les pirates avaient exécuté le capitaine de l'avion. Cette fois, les terroristes étaient allés trop loin. Il était maintenant hors de question de négocier avec eux. À l'approche de Mogadiscio, le GSG-9 revoit sa stratégie. Si les terroristes ont déjà tué un otage, rien ne les empêche de les tuer tous. Le temps des négociations est épuisé. C'est le moment de passer à l'action. L'homme d'affaires Hans-Martin Schleyer a été enlevé par des membres de la bande à Baader-Meinhof le mois précédent. Les terroristes donnent un nouvel ultimatum aux autorités. Ils doivent relâcher 13 terroristes, sans quoi Schleyer sera tué et l'avion anéanti à 15 h le lendemain. Le seul espoir des otages est l'unité antiterroriste ouest-allemande GSG-9. L'avion du commando survole le ciel de Mogadiscio. Les soldats à bord peuvent voir le Boeing de la Lufthansa, qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport. Joachim Humer mènera l'assaut. Nous avons étudié toutes les possibilités, y compris les imprévus et comment y faire face. Bien que le commando ait l'autorisation d'atterrir, la manœuvre est risquée. Le sergent britannique Barry Davis nous explique. C'était plutôt angoissant, car c'était la guerre là-bas, et nous devions nous-mêmes repérer les avions de chasse dans le ciel. Lors de son approche finale, l'avion du GSG-9 doit prendre un virage très serré vers la gauche pour rester dans l'angle mort de l'avion détourné. À quoi devions-nous nous attendre? Allions-nous atterrir sur la piste ou nous échouer dans la mer? Nous avons éteint toutes les lumières avant d'effectuer la descente. C'était la pleine lune et nous pouvions voir ce qui nous entourait. On pouvait presque tendre le bras et toucher la mer tant nous volions à basse altitude. Afin de ne pas être repéré par les pirates de l'air, le pilote du GSG-9 réduit la distance d'atterrissage et n'utilise qu'une fraction de la piste. Le pilote du 707 a maintenu l'avion à la hauteur des toits des maisons de Mogadiscio pendant toute son approche. Ça a été toute une leçon de pilotage. Le secrétaire d'État ouest-allemand Hans-Jürgen Wisniewski est arrivé plus tôt pour tenter de convaincre le gouvernement somalien de laisser le GSG-9 se poser.
L'atmosphère à Mogadiscio était très tendue lorsque j'y suis arrivé. J'étais le seul à pouvoir descendre de l'avion et j'ai dû établir un lien de confiance avec les dirigeants somaliens. Vishnouevski dispose de très peu de temps pour agir. Mahmoud semble résolu à mettre ses menaces à exécution. Pour les terroristes de la bande à Bader Meinhof, Mogadiscio est le dernier arrêt du vol 181. À la tour de contrôle, Vishnouevski tente d'apaiser les tensions. Un des généraux voulait envoyer des chars d'assaut vers l'avion. Cela aurait provoqué un vrai carnage. Vishnouevski persuade le général somalien que le GSG-9 sera plus efficace que les chars pour régler la situation. Il réussit aussi à convaincre Mahmoud que les membres de la bande Bader Meinhof détenus en Allemagne ont été relâchés et qu'un avion les attend. Le secrétaire lui assure qu'ils les rejoindront à Mogadiscio dans 7 heures. Mahmoud m'a demandé quelle était la durée de vol entre l'Allemagne et Mogadiscio. Je lui ai répondu entre 7 et 8 heures. Mes calculs corroboraient ceux qu'on lui avait donnés à la tour de contrôle. Mahmoud jubile. Il accepte de repousser l'échéance à 15h30. Il croit que le gouvernement ouest-allemand a enfin cédé à ses demandes. À seulement quelques centaines de mètres de l'avion, le GSG-9 se met au travail. Le sergent-major Fox instruit ses hommes des détails de l'opération. Comme l'avion comptait 6 portes, on a constitué 6 équipes. Ces équipes étaient formées de 5 hommes chacune. On a assigné à chaque soldat une position et une tâche spécifique. Certains devaient ouvrir les portes alors que d'autres les couvriraient. Les armes dont disposent les commandos sont à la fine pointe de la technologie. Nous disposions de tout le matériel du GSG-9. Cela incluait les armes à longue portée et les carabines de précision, mais aussi de l'équipement de vision nocturne, des mitraillettes en tout genre et des revolvers. Les tireurs d'élite prennent position autour de la piste. Die Scharfschützen waren so eingesetzt, dass sie an und für sich permanent Einblick hatten, auch mit ihren Nachtsichtgeräten, aber auch mit normalen. Les tireurs d'élite étaient munis de leur équipement de vision de nuit. Ils étaient placés de manière à voir en permanence l'intérieur du cockpit. Nous avons ainsi pu suivre les activités qui se déroulaient dans le poste de pilotage, qui s'y trouvaient et quel était leur rôle. Nous pouvions aussi suivre leurs allées et venues et analyser la situation un peu plus en profondeur. Ces renseignements étaient très utiles car nous devions bientôt nous y infiltrer. Das waren also insofern schon wichtige Informationen, insbesondere unmittelbar kurz vor dem Eintritt. Après avoir poursuivi les pirates de l'air pendant 6 jours, sur plusieurs milliers de kilomètres et survolé 15 pays, le GSG-9 est maintenant prêt à passer à l'action. À 200 mètres du commando, les soldats somaliens traversent la piste en silence. Ils se dirigent vers un camion-citerne plein de carburant stationné au milieu de la piste. Vishnouevski s'efforce de garder Mahmoud au bout du fil. Pendant ce temps, les commandos s'approchent furtivement de l'appareil en prenant soin de toujours rester dans les angles morts. Les informations que nous recevions des équipes de reconnaissance n'avaient pas changé. Les volets des hublots étaient baissés et les portes fermées. À 15 mètres de là, les puissants phares de la tour dessinent de longues silhouettes sur la piste. Si l'un des terroristes avait jeté un coup d'œil à l'extérieur, il les aurait vus. Tandis que le commando s'approche, Vishnouevski discute avec Mahmoud pour le garder dans le poste de pilotage le plus longtemps possible.
Les commandos prennent position sous le fuselage. Il fallait nous placer sans faire de bruit, ce qui était difficile car nous étions nombreux. L'effet de surprise était primordial. Les commandos grimpent silencieusement sur les ailes à l'aide d'échelles matelassées. Deux officiers SAS britanniques sont cachés sous le poste de pilotage. Après seulement quelques secondes, l'équipe est en place. Vient le moment où l'on réalise que ceci n'est pas une répétition, c'est très sérieux. Les portes peuvent être reliées à des explosifs et si c'est le cas, nous sommes tous morts. Pendant que Mahmoud revoit sa liste de requêtes, Wegener s'informe auprès de ses tireurs. Ils doivent attendre que le copilote quitte la cabine de pilotage. J'ai eu l'intuition que je devais me lever et aller m'asseoir avec les passagers. Les tireurs donnent le feu vert à Wegener. Ils sont prêts. Aux premières heures du 18 octobre, le GSG-9 met en branle l'opération de sauvetage. Cette diversion plutôt banale attire les pirates à l'avant de l'avion. Puis c'est la confusion. L'attaque commence. J'ai immédiatement lancé mes grenades paralysantes. Elles ont éclaté partout autour de l'avion. Cela a fait vibrer les parois de l'appareil et produit des flashs aveuglants. J'ai fait volte-face en direction d'une porte. J'ai alors aperçu un soldat tourner la poignée et disparaître. Les hommes s'introduisent dans l'appareil par l'arrière et par l'avant. Dieter Fox s'efforce d'évacuer l'appareil, mais la majorité des passagers sont confus. Certains ont compris ce qui arrivait et ils ont bien réagi, mais d'autres passagers étaient à bout de force. Ils étaient enfermés depuis plusieurs jours et coincés dans un avion bourré d'explosifs. Certains passagers pouvaient même les voir d'où ils étaient. Le temps presse. La détonation peut avoir lieu à tout moment. Des équipes de secours étaient venues nous sauver. Immédiatement, ma peur s'est dissipée. Tout le stress que j'avais vécu a disparu. Le cauchemar tirait à sa fin puisque le chef des terroristes venait de mourir. Sur les 4 pirates de l'air, seule une femme survit à l'assaut. Quelques heures plus tard, la nouvelle de l'attaque atteint la prison de Stamheim. Les Palestiniens ont échoué et les membres de la bande à Baader-Meinhof demeureront derrière les barreaux. Ces membres clés mettent fin à leur jour au cours de la nuit suivante. Andreas Baader et Jean-Karl Raspe ont acquis des revolvers clandestinement. Quant à la petite amie de Baader, Gunrun Henslin, elle se pend dans sa cellule. Le 18 octobre 1977, les 86 survivants du vol 181 arrivent enfin en Allemagne, sains et saufs. Les soldats du GSG-9 sont accueillis en héros. Nous avons atterri à Francfort et les otages sont descendus. On nous a dit qu'il y aurait une réception.
befreiten Geiseln. Bien que les soldats aient accompli l'impossible, un triste événement jette une ombre sur les réjouissances. Le lendemain du sauvetage, le corps de Hans Martin Schleyer est retrouvé, en France, dans le coffre arrière d'une automobile. Il a été tué de 3 projectiles à la tête. Les meurtres de Hans Martin Schleyer et du capitaine Jürgen Schumann resteront à jamais un triste souvenir des horreurs du terrorisme. Dans les semaines qui suivent la libération des otages du vol 181, les soldats du GSG-9 se voient attribuer la médaille la plus prestigieuse de la RFA, la Croix de la Bravoure. C'est un honneur bien mérité. En seulement 5 années d'existence, le GSG-9 est devenu l'une des plus remarquables unités antiterroristes de la planète. Atterrissage. Mahmoud communique avec la tour de contrôle, convaincu d'être accueilli en héros au Yémen. On lui ordonne de quitter le pays sur le champ. Les terroristes en oublient l'échéance qu'ils ont fixée plus tôt. Le Boeing 737 est sévèrement endommagé et le capitaine Schumann doit vérifier l'état des moteurs et du train d'atterrissage. Mahmoud l'autorise à sortir de l'avion. Mahmoud était assis à mes côtés. Nous pouvions voir le capitaine Schumann inspecter la carlingue. Tout semble correct, nous a-t-il dit. Puis il a contourné le nez de l'avion pour se rendre sur le côté droit où nous ne pouvions plus le voir. Mahmoud répétait « Où est le capitaine ?» J'ai réalisé que Herr Schumann était parti depuis plus de temps qu'il n'en faut pour inspecter l'équipement. Cela ne prend habituellement que quelques minutes, tout au plus. Mahmoud devient de plus en plus méfiant. Il menace d'abattre 5 passagers pour chaque minute qui s'écoule. Les contrôleurs de la tour assurent au copilote que Schumann est remonté à bord de l'avion. Quand Mahmoud le voit, il menace de l'abattre pour sa trahison. Mahmoud avait proféré des menaces plus tôt, mais je sentais bien que cette fois-ci, la situation était plus grave. Lorsqu'il a tué le capitaine, je me rappelle très bien qu'une des femmes terroristes a continué de manger sa pomme, impassible. C'était horrible à voir. Le capitaine Jürgen Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt. Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort. Nous avons été sommés de quitter le pays.
Je devais maintenant voir à ce que nous soyons ravitaillés en carburant et m'assurer que nous puissions dégager l'avion. Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt. Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort. Nous avons été sommés de quitter le pays. Je devais maintenant voir à ce que nous soyons ravitaillés en carburant et m'assurer que nous puissions dégager l'avion du sable. On nous a remorqués jusqu'à la piste et j'ai démarré. L'avion s'est engagé à plein régime. J'ignorais où se trouvait Mogadiscio. Je l'ai trouvé à l'extrémité d'une carte. Située sur les rives de l'océan Indien, Mogadiscio est la capitale de la Somalie, en Afrique orientale. L'avion détourné est toujours surveillé par le GSG-9. Le colonel Ulrich Wegener identifie les pays où pourrait atterrir le Boeing 737. L'avion transportait peu de carburant. Il ne pourrait voler très longtemps. Il n'y avait que 2 possibilités. La Libye, à cause de l'important réseau terroriste qui s'y trouve, et aussi la Somalie. Ces 2 pays sont alors engagés dans de violents affrontements, ce qui complique les choses. À moins d'obtenir l'autorisation de se poser, l'avion de la GSG-9 risque d'être abattu. Le 16 octobre, soit 4 jours après le détournement, le vol 181 se pose en Somalie à l'aéroport de Mogadiscio. Le corps du capitaine Jürgen Schumann est largué sur la piste d'atterrissage. La tour de contrôle de Mogadiscio informe le GSG-9 de la mort tragique du pilote. On nous a appris que les pirates avaient exécuté le capitaine de l'avion. Cette fois, les terroristes étaient allés trop loin. Il était maintenant hors de question de négocier avec eux. À l'approche de Mogadiscio, le GSG-9 revoit sa stratégie. Si les terroristes ont déjà tué un otage, rien ne les empêche de les tuer tous. Le temps des négociations est épuisé. C'est le moment de passer à l'action. L'homme d'affaires... On peut s'attendre à de lourdes pertes humaines. À la demande du gouvernement ouest-allemand, 2 escadrons britanniques SAS viennent prêter main forte au GSG-9 à Dubaï. Ils apportent avec eux la plus récente innovation en matière de lutte au terrorisme, des grenades paralysantes. Le sergent Barry Davis est un ancien membre du SAS. Les grenades paralysantes, aussi appelées flashbang, produisent une série de détonations assourdissantes, entrecoupées d'éclairs très intenses. Une attaque de flashbang est tout simplement dévastatrice. Ces grenades paralyseront tous les individus à bord pendant 5 secondes. Pendant ce court laps de temps, le GSG-9 devra s'introduire dans l'avion, repérer les terroristes et les éliminer. Des complications politiques viennent troubler les derniers préparatifs du GSG-9. Le gouvernement des Émirats arabes unis refuse que des soldats étrangers mènent des opérations sur son territoire. Ils n'avaient aucune intention de nous laisser mener notre mission sur leur territoire. Mahmoud quitte le poste de pilotage assez longtemps pour que le capitaine Schumann et le copilote Jürgen Vitor puissent se parler sans gêne. Il m'a demandé si nous devions envoyer des messages secrets. Je lui ai répondu que c'était plutôt risqué. Nous étions dans une région du monde dont nous ignorions tout, même ce qui se passait devant notre avion. C'était une situation très dangereuse. Schumann décide tout de même de courir le risque.
Mahmoud l'a autorisé à commander des ravitaillements. En plus des vivres, le pilote commande 4 journaux arabes et 4 cigares. Quand il nous a demandé 4 cigares, j'ai compris qu'il tentait de nous indiquer le nombre de terroristes à bord. Grâce à cette ruse, le capitaine Schumann vient de donner de précieuses informations au commando. Au cours de l'après-midi, le bloc d'alimentation électrique du Boeing se vide complètement. La tension augmente à mesure que la journée s'écoule. Pendant que les autorités s'efforcent de calmer Mahmoud, l'état de santé des passagers s'aggrave d'heure en heure. Voilà maintenant 2 jours qu'ils sont à Dubaï. La climatisation ne fonctionnait plus et la température a grimpé au-dessus, volait en éclats et nous tombait dessus. Bien que secoués, les passagers survivent au brutal atterrissage. Mahmoud communique avec la tour de contrôle, convaincu d'être accueilli en héros au Yémen. On lui ordonne de quitter le pays sur le champ. Les terroristes en oublient l'échéance qu'ils ont fixée plus tôt. Le Boeing 737 est sévèrement endommagé et le capitaine Schumann doit vérifier l'état des moteurs et du train d'atterrissage. Mahmoud l'autorise à sortir de l'avion. Mahmoud était assis à mes côtés. Nous pouvions voir le capitaine Schumann inspecter la carlingue. Tout semble correct, nous a-t-il dit. Puis il a contourné le nez de l'avion pour se rendre sur le côté droit où nous ne pouvions plus le voir. Mahmoud répétait « Où est le capitaine ?» J'ai réalisé que Herr Schumann était parti depuis plus de temps qu'il n'en faut pour inspecter l'équipement. Cela ne prend habituellement que quelques minutes, tout au plus. Mahmoud devient de plus en plus méfiant. Il menace d'abattre 5 passagers pour chaque minute qui s'écoule. Les contrôleurs de la tour assurent au copilote que Schumann est remonté à bord de l'avion. Quand Mahmoud le voit, il menace de l'abattre pour sa trahison. Mahmoud avait proféré des menaces plus tôt, mais je sentais bien que cette fois-ci, la situation était plus grave. Lorsqu'il a tué le capitaine, je me rappelle très bien qu'une des femmes terroristes a continué de manger sa pomme, impassible. C'était horrible à voir. Le capitaine Jürgen Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt. Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort. I'm going to kill you and blow this plane up now! Now! Flight 181, fuel immediately. Pour éviter un bain de sang, les autorités cèdent à la requête de Mahmoud. Soudain, on nous a dit que l'avion allait s'envoler. J'étais à l'extérieur devant la piste. Il a décollé sous nos yeux. Ce nouveau changement de programme vient bousculer les plans du sergent-major Fox et du GSG-9. Pour les passagers et les membres d'équipage du vol 181, l'effroyable périple n'est pas encore terminé.
À l'automne 1977, les membres de la bande de Baader-Meinhof sont prêts à tout pour faire libérer leur leader. Ils enlèvent d'abord Hans-Martin Schleyer, un important homme d'affaires allemand. Des terroristes palestiniens engagés par cette bande détournent ensuite un avion de ligne. Un commando du GSG-9 ouest-allemand les poursuit jusqu'au Moyen-Orient. Les pirates de l'air menacent de faire exploser l'avion le 16 octobre à midi tapant. Il ne reste plus au GSG-9 que 4 heures pour secourir les passagers tenus en otage. Le chef des pirates, qui se fait appeler Mahmoud, ordonne au capitaine Schumann et à son copilote Vitor de se poser au Yémen Sud. Nous avons tourné en rond au-dessus de l'aéroport parce qu'on nous refusait toujours l'accès à la piste. Nous devions atterrir au plus vite car il ne restait que quelques minutes de carburant. Les autorités militaires de l'aéroport d'Aden refusent d'être impliquées dans ce conflit et déploient les chars blindés sur la piste d'atterrissage. Il restait assez de carburant pour voler une dizaine de minutes encore. Nous devions nous poser, alors j'ai suggéré qu'on atterrisse en bordure de la piste et non sur le tarmac. Schumann et son copilote n'ont d'autre choix que de tenter un atterrissage forcé. Nous avons pris les dispositions d'usage et demandé aux passagers de se placer en position d'atterrissage forcé. Nous étions persuadés que nous allions nous écraser. Nos chances de survie étaient très minces. Pour Beate Keller et les autres passagers, l'horrible cauchemar semble se matérialiser. Nous étions terrifiés, c'était affreux. Le capitaine Schumann pose l'appareil sur un accotement sablonneux adjacent à la piste. L'impact a été si fort que des morceaux du compartiment volaient en éclats et nous tombaient dessus. Bien que secoués, les passagers d'équipage prennent le vol 181 de la compagnie aérienne Lufthansa. Ce vol, à destination de Francfort, transporte une majorité de touristes allemands. Parmi eux, Beate Keller, 21 ans, fait partie d'un groupe de 11 jeunes femmes qui ont participé à un concours de beauté. Nous sommes arrivés une demi-heure seulement avant le décollage. Ils nous ont laissé passer sans effectuer les fouilles d'usage. Un des passagers de la navette nous conduisant à l'avion ne faisait pas partie de notre groupe. Il avait lui aussi évité les contrôles de sécurité. Le dîner est servi 45 minutes après l'envol. Un terroriste prend alors d'assaut le poste de pilotage. Il en expulse le copilote Jürgen Vitor. Il a mis son pistolet sur la tempe du capitaine Schumann et m'a frappé du pied droit en criant « Dehors, sortez !» Nous savions que c'était un détournement. Je n'ai pas pu voir les 3 autres pirates car il y avait beaucoup d'agitation dans l'avion à ce moment-là. Ils étaient 4. Les 3 autres terroristes se trouvaient dans le compartiment principal. This is my plane now. You do what I say, when I say, or I kill you dead. Stay down! Stay down! Shut up! Get your hands up! Les pirates poussent les passagers à l'arrière de l'appareil. Ils ont forcé les gens à s'entasser dans les sièges à l'arrière. En gardant les passagers en bloc et en libérant la section de première classe, ils ont créé une zone tampon entre les passagers et eux-mêmes. Celui qui se fait appeler capitaine Martyr Mahmoud mène le détournement. Il veut forcer la libération de 2 criminels palestiniens en plus des 11 leaders de la bande Baader-Meinhof.
Il compte se servir des passagers du vol 181 comme monnaie d'échange. Les passagers sont entre les griffes de la plus violente organisation terroriste au monde. Et sur le tarmac de l'aéroport, Joachim Humer mènera l'assaut. Nous avons étudié toutes les possibilités, y compris les imprévus et comment y faire face. Bien que le commando ait l'autorisation d'atterrir, la manœuvre est risquée. Le sergent britannique Barry Davis nous explique. C'était plutôt angoissant, car c'était la guerre là-bas, et nous devions nous-mêmes repérer les avions de chasse dans le ciel. Lors de son approche finale, l'avion du GSG-9 doit prendre un virage très serré vers la gauche pour rester dans l'angle mort de l'avion détourné. À quoi devions-nous nous attendre? Allions-nous atterrir sur la piste ou nous échouer dans la mer? Nous avons éteint toutes les lumières avant d'effectuer la descente. C'était la pleine lune et nous pouvions voir ce qui nous entourait. On pouvait presque tendre le bras et toucher la mer tant nous volions à basse altitude. Afin de ne pas être repéré par les pirates de l'air, le pilote du GSG-9 réduit la distance d'atterrissage et n'utilise qu'une fraction de la piste. Le pilote du 707 a maintenu l'avion à la hauteur des toits des maisons de Mogadiscio pendant toute son approche. Ça a été toute une leçon de pilotage. Le secrétaire d'État ouest-allemand Hans-Jürgen Wisniewski est arrivé plus tôt pour tenter de convaincre le gouvernement somalien de laisser le GSG-9 se poser. L'atmosphère à Mogadiscio était très tendue lorsque j'y suis arrivé. J'étais le seul à pouvoir descendre de l'avion et j'ai dû établir un lien de confiance avec les dirigeants somaliens. Wisniewski dispose de très peu de temps pour agir. Mahmoud semble résolu à mettre ses menaces à exécution. Pour les terroristes de la bande Bader Meinhof, Mogadiscio est le dernier arrêt du vol 181. À la tour de contrôle, Wisniewski tente d'apaiser les tensions. Un des généraux voulait envoyer des chars d'assaut vers l'avion. Cela aurait provoqué un vrai carnage. Wisniewski persuade le général somalien que le GSG-9 sera plus efficace que les chars pour régler la situation. Il réussit aussi à convaincre Mahmoud que les membres de la bande Bader Meinhof détenus en Allemagne ont été relâchés et qu'un avion les attend. Le secrétaire lui assure qu'ils les rejoindront à Mogadiscio dans 7 heures. Mahmoud m'a demandé quelle était la durée de vol entre l'Allemagne et Mogadiscio. Die Scharfschützen waren so eingesetzt, dass sie an und für sich permanent Einblick hatten, auch mit ihren Nachtsichtgeräten, aber auch mit normalen... Les tireurs d'élite étaient munis de leur équipement de vision de nuit. Ils étaient placés de manière à voir en permanence l'intérieur du cockpit. Nous avons ainsi pu suivre les activités qui se déroulaient dans le poste de pilotage, qui s'y trouvaient et quel était leur rôle. Nous pouvions aussi suivre leurs allées et venues et analyser la situation un peu plus en profondeur. Ces renseignements étaient très utiles car nous devions bientôt nous y infiltrer. Das waren also insofern schon wichtige Informationen, insbesondere unmittelbar kurz vor dem Eintritt. Après avoir poursuivi les pirates de l'air pendant 6 jours, sur plusieurs milliers de kilomètres et survolé 15 pays, le GSG-9 est maintenant prêt à passer à l'action. À 200 mètres du commando, les soldats somaliens traversent la piste en silence. Ils se dirigent vers un camion-citerne plein de carburant stationné au milieu de la piste. Wisniewski s'efforce de garder Mahmoud au bout du fil. Pendant ce temps, les commandos s'approchent furtivement de l'appareil en prenant soin de toujours rester dans les angles morts. Les informations que nous recevions des équipes de reconnaissance n'avaient pas changé. Les volets des hublots étaient baissés et les portes fermées.
À 15 mètres de là, les puissants phares de la tour dessinent de longues silhouettes sur la piste. Si l'un des terroristes avait jeté un coup d'œil à l'extérieur, il les aurait vus. Tandis que le commando s'approche, Wisniewski discute avec Mahmoud pour le garder dans le poste de pilotage le plus longtemps possible. Les commandos prennent position sous le fuselage. Il fallait nous placer sans faire de bruit, ce qui était difficile car nous étions nombreux. L'effet de surprise était primordial. Les commandos grimpent silencieusement sur les ailes à l'aide d'échelles matelassées. Deux officiers SAS britanniques sont cachés sous le poste de pilotage. L'impact a été si fort que des morceaux du compartiment volaient en éclats et nous tombaient dessus. Bien que secoués, les passagers survivent au brutal atterrissage. Mahmoud communique avec la tour de contrôle, convaincu d'être accueilli en héros au Yémen. On lui ordonne de quitter le pays sur le champ. Les terroristes en oublient l'échéance qu'ils ont fixée plus tôt. Le Boeing 737 est sévèrement endommagé et le capitaine Schumann doit vérifier l'état des moteurs et du train d'atterrissage. Mahmoud l'autorise à sortir de l'avion. Mahmoud était assis à mes côtés. Nous pouvions voir le capitaine Schumann inspecter la carlingue. Tout semble correct, nous a-t-il dit. Puis il a contourné le nez de l'avion pour se rendre sur le côté droit où nous ne pouvions plus le voir. Mahmoud répétait « Où est le capitaine ?» J'ai réalisé que Herr Schumann était parti depuis plus de temps qu'il n'en faut pour inspecter l'équipement. Cela ne prend habituellement que quelques minutes, tout au plus. Mahmoud devient de plus en plus méfiant. Il menace d'abattre 5 passagers pour chaque minute qui s'écoule. Les contrôleurs de la tour assurent au copilote que Schumann est remonté à bord de l'avion. Quand Mahmoud le voit, il menace de l'abattre pour sa trahison. Mahmoud avait proféré des menaces plus tôt, mais je sentais bien que cette fois-ci, la situation était plus grave. Lorsqu'il a tué le capitaine, je me rappelle très bien qu'une des femmes terroristes a continué de manger sa pomme, impassible. C'était horrible à voir. Le capitaine Jürgen Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt. Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort. À l'aide d'échelles matelassées. Deux officiers SAS britanniques sont cachés sous le poste de pilotage. Après seulement quelques secondes, l'équipe est en place. Vient le moment où l'on réalise que ceci n'est pas une répétition, c'est très sérieux.
Les portes peuvent être reliées à des explosifs et si c'est le cas, nous sommes tous morts. Pendant que Mahmoud revoit sa liste de requêtes, Wegener s'informe auprès de ses tireurs. Ils doivent attendre que le copilote quitte la cabine de pilotage. J'ai eu l'intuition que je devais me lever et aller m'asseoir avec les passagers. Les tireurs donnent le feu vert à Wegener. Ils sont prêts. Aux premières heures du 18 octobre, le GSG-9 met en branle l'opération de sauvetage. Cette diversion plutôt banale attire les pirates à l'avant de l'avion. Puis c'est la confusion. L'attaque commence. J'ai immédiatement lancé mes grenades paralysantes. Elles ont éclaté partout autour de l'avion. Cela a fait vibrer les parois de l'appareil et produit des flashs aveuglants. J'ai fait volte-face en direction d'une porte. J'ai alors aperçu un soldat tourner la poignée et disparaître. Les hommes s'introduisent dans l'appareil par l'arrière et par l'avant. Dieter Fox s'efforce d'évacuer l'appareil, mais la majorité des passagers sont confus. Certains ont compris ce qui arrivait et ils ont bien réagi, mais d'autres passagers étaient à bout de force. Ils étaient enfermés depuis plusieurs jours et coincés dans un avion bourré d'explosifs. Certains passagers pouvaient même les voir d'où ils étaient. Les terroristes en oublient l'échéance qu'ils ont fixée plus tôt. Le Boeing 737 est sévèrement endommagé et le capitaine Schumann doit vérifier l'état des moteurs et du train d'atterrissage. Mahmoud l'autorise à sortir de l'avion. Mahmoud était assis à mes côtés. Nous pouvions voir le capitaine Schumann inspecter la carlingue. Tout semble correct, nous a-t-il dit. Puis il a contourné le nez de l'avion pour se rendre sur le côté droit où nous ne pouvions plus le voir. Mahmoud répétait « Où est le capitaine ?» J'ai réalisé que Herr Schumann était parti depuis plus de temps qu'il n'en faut pour inspecter l'équipement. Cela ne prend habituellement que quelques minutes, tout au plus. Mahmoud devient de plus en plus méfiant. Il menace d'abattre 5 passagers pour chaque minute qui s'écoule. Les contrôleurs de la tour assurent au copilote que Schumann est remonté à bord de l'avion. Quand Mahmoud le voit, il menace de l'abattre pour sa trahison. Mahmoud avait proféré des menaces plus tôt, mais je sentais bien que cette fois-ci, la situation était plus grave. Lorsqu'il a tué le capitaine, je me rappelle très bien qu'une des femmes terroristes a continué de manger sa pomme, impassible. C'était horrible à voir. Le capitaine Jürgen Schumann a donné sa vie pour sauver ses passagers. 2 passagers l'ont traîné jusqu'à l'arrière de l'appareil. Son bras pendait et je me rappelle avoir remarqué une alliance à son doigt. Je me suis demandé comment sa femme réagirait en apprenant sa mort.
Nous avons été sommés de quitter le pays. Je devais maintenant voir à ce que nous soyons ravitaillés en carburant et m'assurer que nous puissions dégager l'avion du sable. On nous a remorqués jusqu'à la piste et j'ai démarré. L'avion s'est engagé à plein régime. J'ignorais où se trouvait